18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Henri Guénaud est notre invité. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « À la 7e fois, les murailles tombèrent » aux éditions du Rocher. On ne peut s'empêcher de lire ce titre à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que vous pensez que les digues, les murailles de notre société, de notre civilisation sont en train de s'effondrer? Et face à quel ennemi? Ça fait beaucoup de questions. Mais vous avez la réponse. Le spectacle que donne et notre société, nos sociétés occidentales et le monde montre que ce diagnostic n'est pas très éloigné de la réalité actuelle. Enfin, c'est une espèce on entre dans une espèce de chaos, de désordre, de tension et de violence, qui est quand même le grand risque qui est devant nous. Le grand risque, c'est de sombrer dans un océan de violence. Nos sociétés sont malades, elles sont divisées, fracturées. Le monde est fracturé, et de ces fractures ne peut naître que la violence. Voilà. Et une violence que nous ne sommes pas sûrs d'arriver à maîtriser. Et ce qui me frappe, c'est qu'au fond, nous continuons aveuglément, imperturbablement. Ça pourrait nous mener à quoi? À une guerre? Une guerre civile? Une guerre de religion? Ça peut mener à tout ce qui est déjà arrivé aux générations précédentes et dont nous avons eu l'orgueil de penser que ça ne pouvait plus nous arriver. Voilà. Vivons une époque extraordinaire où nous pensons, je prends un nous collectif, évidemment il y a des gens qui ne pensent pas ça, mais apparemment ils n'ont pas beaucoup de poids sur les événements. On sent que le monde commence avec nous et que de toute façon nous sommes tellement meilleurs, tellement plus intelligents, nous aurions vécu une grande révolution anthropologique qui ferait qu'aujourd'hui, nous serions très différents de ceux qui nous ont précédés. Donc nous ne pourrions pas commettre ni les mêmes erreurs, ni les mêmes fautes, ni les mêmes atrocités. Voilà, alors que, certes, l'histoire ne se répète pas, mais nous ne cessons de nous répéter. Voilà. Parce que notre nature n'a pas changé. La nature de l'homme n'a pas changé? C'est toujours la violence? C'est toujours la barbarie en réalité? Mais la nature de l'homme, c'est cette espèce de violence animale qui est en lui. Alors il y a dans l'homme le meilleur et le pire. La capacité précisément à essayer imperturbablement et éternellement de canaliser cette violence qui est dans tout homme. Tout homme est capable de la pire violence. Regardez l'histoire, c'est ce que nous apprend l'histoire. L'histoire, elle ne donne pas une clé de l'avenir, elle ne nous permet pas de prévoir, mais elle nous apprend ce que nous sommes. Et ce que nous sommes éternellement, et de façon éternellement recommencée. Donc, chaque fois que tout ce que nous édifions pour maintenir, canaliser cette violence s'effrite, chaque fois que nous relâchons l'effort, eh bien, cette violence ressort et elle dévore tout sur son passage. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en Israël, Henri Guénaud? Oui, moi je trouve que c'est... Alors, évidemment, l'Israël est arrivé... l'affaire du Hamas est arrivée après l'achèvement de l'écriture de ce livre. Mais c'est exactement ça. D'abord, la société israélienne ressemble beaucoup à la nôtre. C'est une société occidentale avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, auquel il faut rajouter la situation très particulière dans laquelle se trouve Israël, avec ce conflit interminable qui est une véritable tragédie, c'est-à-dire qui oppose deux légitimités qui se confrontent pour s'approprier le même territoire sur lequel chacun, au fond, a une légitimité que chacun a une légitimité à réclamer pour lui-même, parce que c'est la terre promise des Israéliens, puis c'est une terre sur laquelle, pendant des siècles, les Palestiniens ont vécu. Donc, cette société, elle avait fini, au fond... Par s'endormir ? Alors, moi, je ne dirais pas s'endormir, mais ça ne nous arrivera plus. C'est ça. Voilà. C'était impensable que ça se passe comme ça. C'est impensable que ça nous arrive. On avait fini comme nous avons fini par croire que tout ce qui était arrivé à nos prédécesseurs ne nous arriverait plus, la société israélienne avait fini par penser que ça n'arriverait plus. Et vous voyez, quand vous faites une rafle partie à 3 km de Gaza, c'est que vous pensez que ça ne peut pas arriver. C'est juste impensable. Voilà, c'est impensable, inconcevable. Et puis, un petit matin, 2 jours de fête, je dirais même pas les assassins, les bourreaux sont arrivés, et ils sont pas arrivés par dizaines, ils sont arrivés par centaines et même par milliers. Et ils ont massacré, ça ne pouvait pas arriver. C'est l'irruption du pogrom en ce début du XXIe siècle en Israël
Avec une seule volonté, exterminer les Juifs. Oui, je crois qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'a fait le Hamas et puis la question israélo-palestinienne. Bien sûr, Voilà. mais là on parle de ce qu'a fait le Hamas. Oui, mais il faut bien déconnecter les deux. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler le Hamas une organisation de résistance. Comme le fait la France Insoumise. Voilà, je pense que le Hamas n'a pas pour but de résoudre le problème israélo-palestinien. Il n'a pas pour but d'arriver à une solution de paix qui permettrait de soit partager le territoire israélien, soit de créer deux États, non, il a pour but d'éradiquer le peuple juif de la terre d'Israël. Voilà. Et donc, le Hamas n'avait qu'une ambition, une préoccupation, massacrer le plus possible, provoquer la colère et parce que la nature humaine n'a pas changé, et c'est ainsi, et surtout pour un peuple qui a 2000 ans de pogroms, de persécution dans sa mémoire collective, il savait que plus il pratiquerait la violence, le crime, le meurtre, la torture, et plus il provoquerait la violence en retour, quitte d'ailleurs à sacrifier son propre peuple, c'est-à-dire le peuple palestinien. Effectivement, il y a ce qui s'est passé sur le sol israélien, il y a les déclinaisons dans notre pays, la montée de l'antisémitisme, des actes antisémites, il y a la peur dans laquelle vivent nos compatriotes. Là, pareil, on s'est fait un retour en arrière, on s'est dit ça ne pourra pas arriver. Eh bien si, ça arrive à nouveau. Et oui, mais ça arrive et tout peut arriver, c'est-à-dire que non, nous ne sommes pas à l'abri de la guerre civile. Non, nous ne sommes pas à l'abri des guerres de religion. Non, nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre mondiale. Regardez ce monde qui se fracture dans tous les sens. On a pu avoir l'impression un instant que la guerre en Ukraine aurait des conséquences uniquement régionales, mais n'a pas que des conséquences régionales. Regardez les fractures qui s'ouvrent dans le monde entier. Regardez ce qu'est en train de vivre l'Occident dans son rapport au monde. Alors, pas la peine non plus de réduire tout cela au camp du bien et au camp du mal. Je laisse de côté l'affaire du Hamas, mais... je veux dire, tout ce que nous avons pu faire pendant des décennies nous conduit maintenant à cette situation dans laquelle toutes les crises se rejoignent. Justement, Henri Guénaud, qu'est-ce que nous aurions dû faire de différent pour éviter ça? Parce que tout le monde est plutôt d'accord sur le constat, sur le Non, tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça le problème. Non, pardon, alors vous avez raison, mais en tout cas, sur ce plateau, il y a un relatif consensus. Sur ce plateau, oui. sur le fait que tout ça est le symptôme de plusieurs déclassements. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de différent pour éviter ça? Et je dis ça pour la question de la France, mais j'élargis ça aux pays occidentaux, parce qu'en fait, la France, globalement, subit un peu ce que d'autres pays développés d'Occident subissent également. C'est-à-dire qu'il y a une crise française avec des particularités qui sont celles de notre pays, de notre histoire, de notre culture. Il y a une crise de la civilisation occidentale, hein, et il y a une crise mondiale. Enfin, c'est une sorte de crise de l'humanité, si vous voulez. Alors, c'est assez frappant, c'est que ce que nous aurions dû faire, c'est ne pas oublier que la nature humaine n'avait pas changé. Voilà. C'est-à-dire ne pas penser que tellement de choses ne nous menaçaient plus que nous n'avions plus à nous en préoccuper. Enfin quoi, on ne pouvait pas avoir de grandes crises financières et économiques comme en 1929. Nous sommes passés à deux doigts d'une crise qui est menacée d'être pire que la crise des années 30. Bon, on ne pouvait pas avoir même pas avoir de pandémie. Même pas. On ne pouvait pas avoir de pandémie. On s'est délesté de tous les instruments qui pouvaient permettre de la gérer, parce que au fond, ça ne pouvait plus arriver. Bien sûr, intellectuellement, on savait que c'était possible, mais finalement, psychologiquement, non. C'était réservé aux pays en développement, mais nous, ça ne nous arriverait plus. Bon. Et là, d'ailleurs, la fois où ça avait failli nous arriver, finalement, on était passé à côté. On s'était moqué de Mme Bachelot, qui avait accumulé des stocks de médicaments, de vaccins qui n'avaient pas été utilisés. Ça ne pouvait plus nous arriver. Donc, il fallait faire autrement. Et nous avons laissé détruire l'école. Nous avons, je fais ça en vrac, nous avons renoncé à l'assimilation
tout en laissant les frontières ouvertes, les flux. Et si nous voulions réussir l'assimilation, en condition de ne pas l'abandonner, il fallait maîtriser les flux parce qu'on on peut assimiler que s'il y a un minimum que si les flux ne sont pas trop important par rapport à la population, mais pour assimiler, encore faut-il croire à sa propre civilisation, faut-il avoir quelque chose auquel assimiler les gens. Bon, si vous abandonnez l'école, si vous renoncez à votre propre civilisation, si vous êtes travaillé par la haine de soi, comme nous le sommes aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, il ne fallait pas faire la mondialisation heureuse, qui n'est pas heureuse, qui finalement est extrêmement malheureuse. Regardez les fractures de la société américaine. Ils viennent de quoi? Ils viennent évidemment, il y a des problèmes identitaires, mais il y a fondamentalement aussi un problème économique et social qui touche une partie de la population et que vous retrouvez dans cette espèce d'un côté de cette espèce de fracture terrible qui a conduit à l'assaut du Capitole, mais qui a un potentiel de violence terrible. Voilà, mais on pourrait multiplier les exemples. On a détruit l'État, on a détruit l'autorité, on a détruit... Mais tout ça n'est pas arrivé tout seul. Le titre de votre livre, c'est « À la 7e fois, les murailles tombèrent ». Oui. On est à la veille de la 7e fois. On est à la veille, c'est une phrase de Victor Hugo extraite des Châtiments. On est à la veille de l'effondrement de nos murailles. On ne sait jamais quelle est la veille, quel est le jour de la veille. Voilà. Mais savoir que peut-être demain c'est la veille ou après-demain, ça vous permet de ne pas vous comporter comme nous l'avons fait depuis des décennies. Moi, j'ai été très frappé quand même. Vous savez, quand on juge maintenant un mandat de président de la République, on regarde s'il a fait ce qu'on appelle des réformes ou pas. Bon, quelles que soient les réformes, il faut avoir... En réalité, ces réformes, en général, ça consiste à tout casser. Alors, celui qui a le plus cassé, c'est un bon président. Et puis celui qui a le moins cassé, c'est un roi feignant. Voilà. Et peut-être qu'on aurait pu s'interroger, qu'on pourrait continuer de s'interroger sur l'intérêt qu'il y a à absolument tout casser. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut changer et qu'il faut faire évoluer, mais on casse tout comme si c'était un bien en soi. Voilà, vous avez réformé, mais réformer, ça veut dire quoi? Avant, on réformait pour créer la sécurité sociale, on réformait pour restaurer l'État, on réformait pour ouvrir l'école à tous. Voilà, l'école de la République, ça a été une grande réforme. La constitution de la Ve République, ça a été une grande réforme. Mais aujourd'hui, on réforme pour casser. Bon, faut pas s'étonner du résultat. Or, finalement, le but du livre, c'est quoi? C'est de montrer que la politique a quelque chose à voir avec la nature humaine, elle est confrontée à ça. Si elle ne veut pas s'y confronter, ou si elle nie cette nature humaine, eh bien, elle ouvre la voie à une catastrophe. Et la catastrophe, c'est une société trop divisée, trop fracturée. Qui ne s'unit que par la violence. Finalement, les sociétés divisées. Mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. René Girard. C'est René Girard qui le dit, mais c'est une évidence historique et anthropologique. Les sociétés trop divisées finissent par reconstruire par tenter en tout cas de reconstruire leur unité par la violence. C'est pas vieux. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au siècle dernier. Le siècle dernier, c'était hier. Et c'est arrivé bien avant. Mais on croit que ça ne peut plus nous arriver. Mais voilà, la menace, elle est là, et elle grandit chaque jour. Moi, je suis frappé de voir sur des plateaux. Alors, vous parlez de la guerre en Ukraine, on vous dit ah non, mais il y a des gens qui pensaient qu'il y a une escalade. Regardez, c'est évident, il n'y a pas d'escalade. Ah, vous trouvez? Voilà. Et puis, de toute façon, il y a le nucléaire, mais personne n'a envie de s'en servir, il n'y aura pas d'accident. Ah, vous croyez? Et pareil, là, sur Israël, l'Iran ne va pas s'en mêler. Vous y croyez? Mais je n'en sais rien. Le risque d'escalade, il est considérable. Et d'escalade dans la région, mais, comme vous le faisiez remarquer, d'escalade aussi chez nous. On le voit bien. Dans cette société fracturée, les fractures sont encore en train de s'élargir. Là, c'est une société très fragile, notre société aujourd'hui, pour un tas de raisons, encore une fois, culturelles, identitaires, économiques, sociales. Faut tout considérer ensemble. Hein. Les gilets jaunes, c'était pas les banlieues, mais cette violence, elle est là, elle grandit, et dans ce climat déjà de violence extrêmement dangereuse, on voit ressurgir une fracture qui s'élargit d'un coup de façon extrêmement inquiétante. Oui. Et l'antisémitisme. Comment? Qui est l'antisémitisme? Mais l'antisémitisme, je vais vous dire, enfin, ma conviction, peut-être qu'il ne faut pas dire ça, mais ma conviction profonde, c'est que nous vivons
société qui est déjà une société des boucs émissaires, enfin qui retrouve des boucs émissaires, chacun a son bouc émissaire. Et le problème des Juifs en Occident, c'est que, et en particulier en Europe, c'est que depuis 2000 ans, le Juif est la figure du bouc émissaire. Et que chaque fois qu'il y a une crise ou un malheur, eh bien, la figure a tendance à ressortir. Ça aussi, ça fait partie des choses que nous avons laissées, des barrières que nous avons laissées. Alors, le paradoxe, quand même, c'est que la France Insoumise essaye d'inverser cette histoire en essayant d'expliquer qu'en fait, ce sont les musulmans qui sont laissons les uns et les autres avec leurs chimères ou leurs fantasmes dangereux, mais regardons les choses en face. Il y a un antisémitisme latent qui existe et qu'il faut toujours garder... Au fond de notre civilisation, de notre société, et puis s'en est rajouté un nouveau, voilà, qui est d'une autre nature sans doute, mais qui est lié à l'islam, à l'islamisme, qui est instrumentalisé par une partie de la classe politique, par une partie de l'islam qui est fanatisé. Bon, et voilà, tout ça crée un danger considérable. Effectivement, pour le peuple juif. Mais vous voyez, beaucoup sont partis pour être en sécurité en Israël. Et ils ne sont pas parce qu'on est en sécurité. Il faut penser à une chose, nous ne sommes jamais en sécurité absolue nulle part. Ouais. Et donc, il faut regarder les choses en face et tenter, encore une fois, de reconstruire les barrières, les murailles qui nous empêchent de sombrer dans cette apocalypse de violence qui nous menace. Henri Guénaud, à la 7e fois, les murailles tombèrent. Je renvoie nos auditeurs, nos téléspectateurs à votre excellent livre aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, Hélène Zélani sur Europe 1 et Christine Kelly, essai débatteur sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.